On est 45. Donc, comme auparavant, je vais faire un cours en deux parties. Une partie sur le génie logiciel et une partie sur du Java pour approfondir la connaissance de Java. Je vous ai mis un message sur le forum que j'espère vous regarder de temps en temps. J'ai trouvé une très bonne source pour apprendre UML, hein, parce que en fait, le gros du génie logiciel, en fait, c'est UML, hein, la modélisation UML. Donc, comme c'est ma première année que je fais cours, j'ai bien sûr parlé avec l'ancien chargé, mais je cherche aussi des ressources sur Internet. J'ai acheté des livres. Bon, j'essaie de me former aussi en même temps. J'ai trouvé une bonne ressource d'une ancienne collègue qui a fait des super présentations PowerPoint dont j'ai repris les slides. Je n'ai pas les sources, alors il y a des marqué son nom dessus. Il s'agit de Delphine Longuet. Et donc, j'ai sélectionné dans ces slides les trucs qui correspondent à ce que je dois faire. Je les ai travaillés un peu, et enfin, j'ai travaillé ce que je devais vous dire, et donc je vais embrayer là-dessus directement. Donc, on a vu déjà deux choses avec UML. Hein, on a vu les scénarios, et ensuite les diagrammes de cas. Diagramme de scénario, diagramme de cas. Donc ça, c'est des éléments qui sont utilisés au début quand on fait l'analyse. Quand on fait l'analyse du du problème qu'on veut implémenter. Ensuite, quand on programme, il faut commencer à faire deux autres sortes de diagrammes. Bon, d'abord, les diagrammes de classe et aussi les diagrammes d'objets. Bon, participants, je considère que je n'en ai pas besoin. Bon, le chat, je le mets sur une autre feuille, je ne verrai pas très bien. Donc, si vous voulez parler, poser des questions, prenez le micro, d'accord? Je vous remercie à l'avance de poser des questions pour les choses qui ne sont pas claires, ça améliore la qualité du cours. Donc, première partie du cours, diagramme de classe. C'est une notion, j'ai déjà fait des diagrammes de classe. Et je considère que c'est très pratique pour rapidement avoir une idée de comment est structuré un code Java, d'accord? Parce que si on commence à lire du code de chaque méthode, c'est dur à lire. Le diagramme de classe, c'est un peu dans votre IntelliJ que vous voyez dans la structure, vous voyez. Hein, vous voyez quoi? Vous voyez, pour chaque classe, vous voyez un item que vous pouvez fermer et ouvrir, d'accord? Puis dans l'item, vous voyez les méthodes et les attributs, d'accord? Il y a un petit verrou ouvert si c'est public, un petit verrou fermé si c'est private, d'accord? En général, donc les attributs sont fermés, les méthodes sont ouvertes. C'est un peu ça le diagramme de classe. Hein. C'est un résumé qui permet de se faire une idée rapidement de ce que fait votre programme. OK. C'est parti. Voilà. C'est parti, mon kéké. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, on a fait ce qui correspond à la spécification, c'est les diagrammes de cas UML, la partie analyse, et les diagrammes et les scénarios. Maintenant, on est à la conception, donc on va faire des diagrammes de classe. D'accord, ça c'est l'aspect, ça concerne la programmation. Donc, quand on fait de l'objet en système comme un ensemble d'objets interagissants, et le diagramme de classe, ça résume la structure du logiciel. C'est utilisé en conception, mais aussi parfois en analyse.
Et le diagramme d'objet, lui, il représente alors l'état du logiciel, l'état, un snapshot, une photo de l'état du logiciel, enfin, plus précisément, l'état de la mémoire de l'ordi pendant l'exécution, à un moment de l'exécution. D'accord? Donc, au fur et à mesure que l'exécution progresse, on va avoir création ou suppression d'objets, modification de l'état des objets et modification des relations entre objets. D'accord? Donc, on distingue objet et relation. Vous allez comprendre pourquoi. OK. Bloom. Donc, qu'est-ce qu'un objet? C'est une entité du domaine d'application qui est décrit par une adresse mémoire. Donc, l'état de l'objet, il est stocké dans la mémoire. Donc, l'identité, c'est en fait un pointeur vers là où se trouve l'objet en mémoire. Les attributs, les valeurs des attributs. Et aussi des opérations, ce qu'on appelle des opérations pour le moment, d'accord? Donc, pour un compte en banque, il est décrit par un numéro de compte, dans quelle devise il se trouve, et ce qu'il y a sur le compte, l'argent qu'il y a dessus. On peut déposer de l'argent, retirer de l'argent et consulter le solde. Donc, après ça, un objet. Alors, quand on pense une classe, on présente le nom de la classe sans souligner. Quand on pense un objet, Désolée, j'ai désactivé votre micro sans faire exprès. activer le micro. Il me dit que mon micro a été désactivé. Voilà. Merci de m'avoir prévenu quand même. C'est gentil. Oui, mais c'est sympa. Je comprends que vous avez désactivé. On m'a désactivé le micro parce elle a bien fait son travail de co-hôte. Elle a viré les gens qui faisaient de la friture, je pense. Donc, elle a commencé à faire. Elle a dû faire mute all. Mute all, on peut enlever tout le monde, sauf soi-même. Donc, dans le diagramme d'objet, chaque objet il a un identifiant qui est son nom de variable. Pour simplifier aussi, on prend comme son nom de variable, d'accord? Et dans les cases, on représente donc l'état de l'objet, mais aussi on répète toutes les opérations. C'est un peu lourd. En fait, tous les objets sont des instances d'une certaine classe qui a le même nom et on prend des attributs. Là, on met le type des attributs, d'accord? Et on met pour chaque opération donc le type de ce qu'elle prend et ce qu'elle renvoie. OK. Ça, c'est des rappels un peu pour les doubles licences. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que c'était des rappels qui n'étaient pas inintéressants pour les doubles licences qui ont débarqué sans avoir jamais fait de Java, d'accord? Donc, pour les autres, c'est des rappels. Donc, les classes, bah, pour les attributs, c'est des caractéristiques qui sont partagées par tous les objets de la classe. Ils ont les mêmes attributs qui sont mentionnés. Et le type associé est simple. Ça, c'est important de bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de classe là-dedans, d'accord? On va ça tout à l'heure. Soit des entiers, soit des réels, soit les types énumérés, grosso modo, d'accord? Pour le devis, c'est un type énuméré. Un type énuméré, c'est il prend un nombre de valeurs finies, comme booléen, il prend vrai ou faux. Et on le définit en listant ses valeurs. Ça existe dans tous les langages de programmation et type énuméré. Donc, les attributs qu'on présente là, ce sont des attributs de type simple. Seulement. D'accord? OK. Alors, deux objets peuvent avoir les mêmes attributs, néanmoins être différents. D'accord? Parce qu'ils sont présentés dans les cases mémoire distinctes. Donc, ils n'ont pas le même identifiant. Donc, les opérations, c'est des services qui peuvent être demandés à tous les objets de la classe. Donc, c'est la partie commune de comportement de tous les objets de la classe. Et la méthode correspondante, c'est ce qui implémente l'opération.
D'accord? Donc, l'opération, c'est juste l'entête de la méthode, si vous voulez. D'accord? Donc, pour les comptes, c'est déposer, retirer et solde. Vous avez trois. Alors, on va suivre un exemple qui est un peu élaboré. Pourquoi il est un peu élaboré? Parce qu'il a été choisi pour illustrer différents types de situations, cet exemple. Donc, on va passer un moment à le décrire. Il y a toujours cette partie-là dans UML. Il y a toujours cette partie, hein, vous verrez aussi dans le TP, dans le TD qu'on fera on fera là maintenant. On fera un TD, il y en a qui l'ont déjà fait à 10h30 là. Il y a toujours une partie où on décrit un contexte. D'accord? Donc là, on veut gérer les emprunts et les retours d'une bibliothèque qui gère des livres et des revues. Un livre est caractérisé par son titre, son auteur et son code ISBN, c'est un numéro unique pour chaque livre. Hein. Un numéro de revue est caractérisé par le titre aussi, il y a un titre. Par contre, au lieu d'un ISBN, il y a un numéro de volume et une date de parution pour l'identifier. D'accord? Ça suffit pour l'identifier. C'est parce que les revues, en fait, sont rangées dans les volumes quand on souscrit. D'accord? Chaque exemplaire d'une ressource est caractérisé par un code barre. C'est le code barre qui est sur le livre ou sur la revue. C'est comme les articles qu'on achète à Carrefour, il y a un code barre. Pour emprunter un ouvrage, un utilisateur doit être enregistré. Il s'enregistre auprès du bibliothécaire en donnant son nom et une caution de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il donne une caution? Parce que chaque ouvrage a une caution et quand on emprunte un ouvrage, il faut avoir un compte qui contient au moins l'argent nécessaire pour payer la caution correspondant à l'ouvrage. Si c'est un ouvrage pas cher, c'est une petite caution. Si c'est un ouvrage rare et de valeur, c'est une grosse caution. La durée de l'emprunt est fixée à 15 jours. On ne peut pas emprunter plus d'un exemplaire d'une même ressource. Donc, s'il y a plusieurs livres, s'il y a plusieurs exemplaires d'un livre, on ne peut l'emprunter qu'un seul exemplaire. Ça paraît logique. Vous savez, dans la bibliothèque, hein, il y a certains livres qui existent en plusieurs exemplaires parce que, par exemple, ce sont des livres très utilisés. Les étudiants viennent les emprunter plusieurs fois. Plusieurs étudiants viennent emprunter le même livre. D'accord? Et puis, si on prend une revue, on prend revue par revue. On ne va pas emprunter plusieurs exemplaires plusieurs numéros de la même revue. On ne peut pas non plus emprunter une nouvelle ressource si on est en retard pour prendre une ressource. Bon, ça, c'est un point de détail. L'emplacement de stockage d'un ouvrage, que ce soit revue ou livre, est représenté par un numéro de travée, un numéro d'étagère dans la travée et un niveau. Ça correspond grosso modo à 3 coordonnées dans l'espace parce que dans une bibliothèque, en fait, les livres sont rangés suivant 3 coordonnées. Donc, pour repérer un point dans l'espace euclidien à 3 dimensions, il faut 3 coordonnées. Ça correspond à ça, en fait, grosso modo. Différentes ressources peuvent être rangées au même emplacement, mais tous les exemplaires d'une même ressource sont stockés au même endroit. Oui, sur un niveau d'étagère, si vous voulez, il peut y avoir il y a de la place pour pas seulement ranger un livre ou une revue, d'accord, en plusieurs, bien sûr. OK, donc voici l'exemple de la bibliothèque. On commence par le diagramme de classe. On commence par juste mettre les attributs, et vous voyez que c'est tous des attributs simples. D'accord? Pour l'utilisateur, il faut un nom et le montant de la caution qui lui reste dans l'argent qu'il peut utiliser pour une caution. Pour un livre, il faut un titre, l'auteur du livre, le numéro d'ISBN et la caution qu'il faut poser pour emprunter le livre. Et pour la revue, à la place de l'auteur et le numéro ISBN, il y a un volume et une date de parution. Après, c'est un emplacement, c'est 3 entiers pour repérer un point dans l'espace. Et pour chaque exemplaire, il y a un code barre et une date de retour. On va revenir là-dessus. D'accord? Oui. Parce que la date de retour est définie que si l'exemplaire est emprunté. Sinon, par convention, on la positionne sur nul. L'exemplaire n'est pas emprunté. OK. Donc, alors maintenant, pourquoi est-ce que on ne met dans les rectangles que des types élémentaires du style chaîne de caractères ou entier? Parce que les attributs, quand on fait la formation objet, rien ne vous empêche de déclarer les attributs vers des classes. Et bien, ces attributs que vous déclarez vers des classes, ceux-là,
Au lieu de les représenter comme des attributs dans le diagramme de classe, on va les représenter par des associations. D'accord? Des relations entre objets. Pour une association donnée, il y a au plus un lien, donc une association représentée par un lien, et on peut la nommer. Donc, par exemple, l'association possède relie une personne à un compte en banque. Okay, Dupont possède un compte. C'est représenté par une association, en général binaire, et il y a au plus un lien entre deux objets donnés pour une association. Donc, on peut considérer pour un objet de type personne tous les comptes qui sont possédés par l'objet, par la personne en question, par Jean. Il y a 3 comptes. Et on peut aussi considérer pour un compte donné tous les propriétaires du compte. Parce qu'un compte peut avoir 2 propriétaires. Ça est utilisé pour lorsqu'on est marié. D'accord? On peut partager le même compte. Pas forcément marié d'ailleurs, je pense. OK. Donc, on peut préciser le rôle à chaque extrémité. D'accord? Là, du côté de la personne, c'est les propriétaires d'un compte. C'est ses propriétaires du compte qui est à l'autre bout. D'accord? Et du côté d'un compte, c'est ses comptes, l'ensemble des personnes qui sont à l'autre bout. Ça fait partie de ses comptes. Alors, faut se gaffer. Hein, le côté où on écrit, ça caractérise le rôle de la classe adjacente par rapport à la classe qui est plus loin. Et on peut préciser aussi la multiplicité. Et ça, c'est la multiplicité de l'objet qui est plus loin aussi. Donc, quand on écrit 1.2 ici, ça veut dire que chaque compte, le truc qui est plus loin, a au plus deux propriétaires. Alors, un ou deux. D'accord? Si on met une étoile ici, ça veut dire que, par contre, une personne donnée peut avoir autant de comptes, voire 0 compte. Voilà. Qu'elle a envie. Enfin, qu'elle a envie. Ça, c'est le rôle et les noms, c'est optionnel. Hein. Et une instance d'association, on appelle ça un lien. Donc après ce truc-là, on peut voir ce que ça fait sur le diagramme d'objet. Ouais. Ouais. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'attribut dont le type est une classe dans le diagramme. Donc, après, quand vous programmez ça pour un compte, vous pouvez, on va traduire ça en mettant que propriétaire, c'est un ensemble de personnes, c'est une ou deux personnes, d'accord? Mais on ne le fait pas dans le diagramme de classe. Ça, c'est l'implémentation. Voilà, donc possède, c'est une association. Pas l'attribut dont le type est une classe dans le diagramme, mais une association à cette classe. Même, je ne m'en étais pas rendu compte. Moi. Enfin, ouais. Donc, multiplicité, on peut dire qu'il y a exactement, pour chaque instance de A, il y a exactement n instances de B, n, m ou p, entre n et m, plus que n, ou un nombre arbitraire. Et ce qui est utilisé en général, c'est celle-là, d'accord? Exactement une association, 0 ou 1, au moins une, ou un nombre arbitraire. C'est surtout étoile qui est utilisé en général, comme on le verra. Mais on précise la multiplicité. Donc, pour la bibliothèque, on va lire un peu tout ça, d'accord? Donc, un utilisateur a au plus un exemplaire donné d'un livre. Il peut en avoir 0, mais il ne peut pas en avoir 2. Par contre, il peut avoir plusieurs exemplaires de plusieurs livres. D'accord? Il peut emprunter pas seulement un livre. Ensuite, une revue est rangée à un seul emplacement. Pareil pour un livre. Par contre, à un emplacement donné, il peut y avoir plusieurs revues au livre, comme on l'a dit. Enfin, un exemplaire peut être soit exemplaire d'un livre, 1, soit exemplaire d'une revue, 0, 1. Donc, si c'est 1 ici, c'est 0 là. Si c'est 0 là, c'est 1. Si c'est 0 ici, c'est 1 là. D'accord? Donc, on n'a pas réussi à exprimer ça. C'est une sorte de contrainte. On va exprimer que
on souhaiterait pouvoir exprimer qu'en fait, c'est soit celle-là, mais ça, on n'a pas réussi à cet endroit-là. Par contre, à un livre donné, il peut être associé plusieurs exemplaires et au moins un, sinon ça veut dire qu'il n'est pas dans la bibliothèque. OK. Continuons. Blum. Donc maintenant, quand on fait le diagramme d'objet, ben, les mêmes liens qui existent au niveau du diagramme de classe, ben, ils vont être reproduits au niveau du diagramme d'objet. D'accord. Donc là, c'est un exemplaire qui n'a pas été emprunté, donc la valeur du retour est nulle. Dupont, il a emprunté un exemplaire du livre Les Misérables, d'accord, et un exemplaire de la revue Nature, dans des dates de retour différentes. Et il lui reste 10 € de caution pour emprunter d'autres trucs. Et ces livres et cette revue se trouvent au même emplacement, d'accord, à cet endroit-là. Alors, on va voir maintenant dans le transparent suivant comment préciser un peu les associations. Ça, je ne le ferai pas, parce que c'est une contrainte. Et on va voir aussi qu'est-ce que font les opérations du diagramme de classe. Précision là-dessus. Est-ce que ça va là? Vous avez des questions sur ce que j'ai raconté? Pas de questions? Je continue alors. Alors, donc, comment préciser les associations particulières à l'héritage? Ok, c'est parti. Donc, d'abord, une association peut être réflexive. Donc, si on regarde la relation entre parents et enfants, ben, un enfant peut avoir a toujours deux parents, un père et une mère. Je parle des enfants biologiques. Mais même en fait, la loi impose qu'il y ait deux parents dans le cas des homosexuels, je pense. Je ne suis pas un spécialiste. Par contre, un parent donné peut avoir un nombre d'enfants arbitraire. Enfin, en général, pas plus que 40. Et quand donc, elle est marrante, cette association, c'est parce que les enfants sont des personnes aussi. Donc, ça veut dire que l'association, elle va de la classe à la classe. D'accord. Donc, par exemple, ici, Anne et Michel ont 3 enfants. Ils s'appellent tous Dupont, comme le mec. Ça change. Dans certains pays, c'est plus le nom du mari qui passe, ça peut être le nom de la femme à chance égale. Victor est l'enfant de Jean. Il a eu aussi des enfants avec Marie et ils ont eu Victor, etc. Donc il n'est pas complet parce que Marie, elle a des parents aussi, mais on ne peut pas dessiner le truc complet parce qu'on serait obligé de remontrer jusqu'à l'origine de la vie. OK. Alors, il peut y avoir plusieurs associations entre deux classes données. Par exemple, une personne peut proposer un appartement à louer et elle-même peut louer un appartement. Donc, un appartement, il est forcément proposé par quelqu'un, mais quelqu'un peut posséder plusieurs appartements. Un appartement peut être loué par plusieurs personnes dans le cas de colocation. Et une personne donnée peut louer plusieurs appartements aussi. Donc ici, on a un appartement qui est loué par Jean et proposé à la location par Alain, qui lui-même loue aussi un autre appartement.
Alors, ça, c'est un truc que quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, ouh, c'est compliqué, ça, je ne vais pas le refaire. Et puis, en fait, en épluchant le prochain TP, le TP la semaine prochaine, j'ai vu que ça sortit naturellement du chapeau, ce truc-là. D'accord? Donc, on va l'utiliser au prochain TP. Donc, je me suis dit, bon, je vais l'enseigner. C'est sympa, en fait. D'accord? On peut paramétrer une association par une classe. Monsieur, Oui, j'ai une question. Pourquoi il n'y a pas de flèche entre les liens? ça va venir prochain transparent. L'association peut être orientée. Là, il n'y a D'accord. pas de flèche parce que ça marche dans les deux sens, a priori. D'accord? Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, euh, une personne propose un appartement à la location, un appartement est proposé à la location par une personne. Ça peut marcher dans les deux sens, a priori. D'accord? Alors, il faut voir. Qu'est-ce qu'on aura besoin en vrai dans votre appli. Hein, par exemple, dans le TP la semaine prochaine, quand on représente l'association, on peut mettre dans les deux sens. Mais en vrai, on se rendra compte que ça est utilisé que dans un sens. Le TP la semaine prochaine, c'est avec les graphes, les arêtes et les sommets. Et quand on fait le dessin, on peut voir que une graphe, un sommet ou une arête appartient à un graphe. Ouais, mais en vrai, quand on programme le truc, on s'en fout de ça, d'accord? On peut l'oublier. Donc, on peut orienter l'association pour bien mettre en évidence le fait qu'on s'en fout, d'accord? On a juste besoin de savoir, nous, que dans un graphe, il y a des sommets. Mais que pour un sommet donné, on n'a pas besoin de retrouver le graphe. Donc, à ce moment-là, on va orienter l'association. On va dire, de toute façon, on n'a besoin que dans un sens. Là, on ne va pas la mettre dans les deux sens. On va préciser ça, d'accord? En puissance, ça marche dans les deux sens. Mais en vrai, quand on l'implémente, on l'implémente que dans un sens. D'accord? Voilà, je vais venir, je donne les exemples d'associations orientées. Donc, classe association, la relation d'être employé par, si quelqu'un est employé par l'entreprise, eh ben, on peut préciser c'est quoi cet emploi. D'accord? Alors, c'est pratique parce que si on fait ça, du coup, si jamais la personne a deux emplois dans l'entreprise, ça va pouvoir être codé. Alors que là, ça ne le pouvait pas avant. Parce que auparavant, une association simple, il y a juste un lien entre deux objets. Là, il peut y en avoir deux puisque il y a l'objet emploi qui est au milieu qui va permettre de les distinguer. D'accord? Alors, on peut représenter une classe association avec le diagramme d'association simple. Le 1 ici signifie qu'un emploi est utilisé par une personne dans une entreprise. D'accord? Là, le 1 point étoile, ça signifie qu'une entreprise a au moins un employé. Il ne peut pas y avoir zéro employé. D'accord? Et l'étoile ici signifie qu'une personne peut être employée par plusieurs entreprises. Donc là, ici, ce 1 étoile-là, il va être répercuté ici en disant qu'il y a au moins un emploi qui est associé à l'entreprise. Et puis l'étoile ici, il est répercuté là en disant qu'il y a une personne qui peut avoir plusieurs emplois. Donc ce truc-là peut être codé par ça, mais c'est plus clair, ça. Ça évite d'avoir un chien de trait de partout, puisque l'emploi il peut être posé sur l'arête vu qu'il y a juste 1 et 1 ici. Posez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, exemple de diagramme qui code ses emplois et ses relations d'employés. Alain, il est employé par la FNAC. OK. Par exemple, Marie, elle a deux emplois, donc ça, on ne peut pas le coder sans ce type de classe association. Hein, elle est employée comme développeur web, mais aussi comme chef de projet web. On fait les deux. Et puis, dans l'entreprise Essilor, il y a trois emplois. Hein. Il y a aussi un secrétaire qui bosse dedans, c'est Jean Dupont. Ils ont mis. OK. Donc, après, ça, c'est des classes. Non, ça, c'est des... oui, non. Non, ça, si on s'amuse à refaire ça, à représenter ça comme ici, d'accord? Si on s'amuse à pas mettre de classe association, mais à représenter ça comme on présentait avant, on aura bien sur chaque lien un rectangle d'emploi, d'accord? Alors, la bibliothèque. Donc, avant, on avait date qui pouvait être nulle. Alors, attends, ouais, alors les associations, je l'ai jamais mis. Alors, grâce à la classe association, on va pouvoir créer une classe association qu'on va appeler emprunt, qu'on va associer à la relation utilisateur-exemplaire. Dès l'instant où un utilisateur est relié à un exemplaire, c'est là qu'apparaît la date retour.
Donc, plutôt que de la mettre là, on la met sur une classe association. C'est relié, ça qualifie en fait le fait qu'un utilisateur a un exemplaire. C'est là qu'il y a une date d'emprunt qui apparaît. Comme ça, on peut enlever ce truc-là, d'accord, qui n'était pas très propre, qui était que le retour avait parfois la date nulle, d'accord. Le retour est défini que si l'exemplaire est emprunté. Donc c'est plus clair, euh, c'est plus clean. Donc par exemple, là, vous avez Dupont qui a emprunté deux trucs, et ben, à chaque fois qu'il a emprunté un truc, d'accord, là on l'a mis en diagramme d'objet normal, hein. On peut mettre aussi en. Oh non, je ne l'ai pas emprunté. Donc la date de retour est associée. Oui, là, ça c'est l'ancienne implantation, et la nouvelle, je ne l'ai pas. La nouvelle, il n'y a pas de retour ici. En fait, plutôt que de mettre le retour ici, on va pouvoir barrer ces trucs-là. Le retour, on le met sur l'emprunt lui-même. D'accord, sur la relation utilisateur, ouvrage, exemplaire. C'est un exemplaire. En fait. C'est beau, c'est beau. Alors après, bon ça, je ne l'utiliserai pas dans les TP ni dans l'examen, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. L'auteur, la Delphine, elle dit elle-même que c'est assez rare ce truc-là. On peut faire des associations qui relient trois trucs, d'accord. Donc là, il s'agit d'un étudiant qui participe à un cours dirigé par un enseignant, d'accord. Et on peut dire que pour un cours donné par l'enseignant, il peut y avoir plusieurs étudiants. Par contre, pour un enseignant pour un cours associé à un étudiant, il y a juste un enseignant. Et pour un enseignant chez un étudiant, il y a juste un cours, quoique des fois les profs font plusieurs cours, ça c'est pas vraiment vrai. Donc c'est moins utilisé parce que on peut pas, contrairement à l'association, la classe association qu'on vient de voir, on ne peut pas décomposer ça en association simple. D'accord. Par exemple, on ne peut pas dire qu'un étudiant participe au moins à un cours, ou qu'à un cours, il y a au moins un étudiant, ça on ne peut pas le dire. Alors, hiérarchie de classe. Donc là, on arrive à un truc qu'on a. Ça, une fois de plus, c'est un peu les révisions pour les doubles licences, mais on regarde de plus précisément comment ça se présente et on fait un truc plus formel là-dessus, d'accord. Donc, ça permet de regrouper des classes partageant les attributs et les opérations et de les organiser en arborescence. Donc, dans le sens ancêtre vers enfants, petits-enfants, on raffine une classe en sous-classe. Dans l'autre sens, on abstrait un ensemble de classes en superclasses. D'accord. Donc, on peut considérer deux types de comptes. Ouais. Les comptes courants et les comptes épargne. Ils n'ont pas tout à fait la même propriété. Les deux, ils ont des trucs qu'ils partagent. Hein. Ils ont un numéro, une devise et un solde. Mais les comptes courants, ils peuvent être négatifs. Hein. Les banques, elles ont inventé ça pour faire de la thune, en plus sur le dos des clients. Et dans ces cas-là, il faut payer des frais supplémentaires chaque jour. Ça s'appelle les ajours. Puis le compte épargne, lui, par contre, il a un taux qui est l'argent qu'il rapporte à son propriétaire chaque mois. Et il y a un plafond qui est, je ne sais pas c'est quoi ce plafond, si c'est ça porte sur le montant maximum d'argent qu'on peut verser chaque mois, ou si c'est. Mais bon, il y a un plafond. Et on peut calculer les intérêts qu'il rapporte à chaque fois. Le reste, c'est pareil. Donc, on va pouvoir modéliser ça avec une hiérarchie de classe en disant les deux héritent de la même classe. D'accord. Donc, pour dire qu'on hérite, on met une flèche comme ça, blanche, creuse, d'accord, dans le sens vers l'ancêtre. Dans l'ancêtre, on dit on met tous les trucs communs, d'accord. Et puis dans les classes qui héritent, on met les choses qui sont spécifiques à la classe. Ça s'appelle les sous-classes, superclasses, sous-classes. Donc, il y a des attributs différents, mais aussi une méthode spécifique pour un compte épargne.
Alors, elles héritent de la classe compte, ces deux-là, parce que les deux, on peut déposer, retirer et consulter le solde. Alors, juste dans son cours, Delphine, elle dit, en fait, il y a un truc qu'elle insiste dessus, c'est que dans une bonne pratique, c'est que quand on dépose, vu que c'est un comportement qui est commun aux deux, non, retirer, je regarde, retirer, en fait, il y a un comportement qui varie pour compte courant. C'est marqué quelque part. Non, c'est pas marqué, là, je le dis. Retirer, il y a un comportement qui varie. Pourquoi? Eh ben, quand on retire dans un compte courant, on peut le faire même si le solde devient négatif et pas dans un compte épargne. D'accord? C'est dit plus tard, je crois bien. Donc, une bonne pratique, c'est lorsque la méthode. C'est dit plus tard, je vais le dire à un autre moment, je m'excuse. Je tendance à vouloir dire toujours plus tôt les trucs qu'il faut dire. Ok, donc. Alors, si un compte ne peut exister, si on dit qu'un compte est soit un compte courant, soit un compte épargne, alors il faut déclarer le compte comme une classe abstraite. Et vous voyez que le nom est écrit en italique. D'accord. Nous, on a vu des classes abstraites dans le sens où une classe abstraite, si la méthode n'est pas définie, en fait, même si la classe a toutes les méthodes définies, elle peut être déclarée abstraite parce qu'elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. D'accord. Un compte tout court, il faut préciser si c'est un compte épargne, un compte courant, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, exemple de la bibliothèque. Donc, alors, le fait de structurer des classes en hiérarchie de classes permet de factoriser du code. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va déclarer que livre et revue, ils se ressemblent tous les deux. D'accord? Ils ont un titre et une caution. Ce qui est différent, c'est auteur, ISBN pour livre et volume parution pour revue. Donc, on va factoriser ces deux trucs en déclarant une classe ressources et dedans, on met le titre et la caution. D'accord? Et après, livre et revue, c'est des sous-classes où on va juste mettre les attributs qu'ils ont de spécial. Donc, quand on va vouloir programmer, en fait, tout ce code-là, il va être factorisé dans la classe ressources. Non seulement ce code, mais aussi le fait que il y a des exemplaires, des emplacements associés. D'accord? Ça aussi, quand on regarde, c'est valable pour revue, une revue étant placée quelque part, un livre aussi, et également exemplaire. Un livre existe en plusieurs exemplaires et une revue aussi. C'est assez rare. En général, il n'y a qu'un seul exemplaire d'une revue. Mais bon, on peut imaginer que c'est vraisemblable. Donc, on va factoriser ces deux trucs-là. Et quand on va programmer, on le programme avec une seule fois. Voilà. Dans 2 semaines, on fera un TP sur l'héritage où on essaiera de bien mettre en évidence le fait que de structurer les classes en hiérarchie permet de factoriser du code. Alors, j'en viens à la question qui m'a été posée tout à l'heure, la navigabilité, ça s'appelle. On peut restreindre l'accessibilité des objets. On peut dire depuis un objet A, on a accès aux objets B, mais pas dans l'autre sens. D'accord. Exemple pour les listes chaînées. C'est un exemple que je vais traiter aussi dans la deuxième partie du cours, là, quand je vais faire la classe Java. Quand on programme des listes chaînées, on programme des nœuds qu'on appelle des blocs dans le TP de la semaine dernière. En fait, il y a rarement besoin d'accéder à la liste associée à un bloc depuis un bloc. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais. Donc, on peut dire, et c'est sûr, il est certain que la liste a besoin d'accéder à son premier bloc, mais pas l'inverse. D'accord? Donc, dans ces cas-là, on va mettre une flèche. D'accord? Et puis, pareil pour la relation récursive d'un bloc avec son suivant. Là par contre, c'est clair. Remarquez, si on avait une liste doublement chaînée, ce qu'on va faire dans 3-4 semaines, là, effectivement, là, on voudrait pouvoir, depuis un bloc, associer à son précédent, accéder à son précédent. Ça veut dire qu'on peut parcourir la liste dans les deux sens, de la tête vers la queue ou de la queue vers la tête. D'accord?
Mais si on fait une liste simplement enchaînée, comme on a fait la semaine dernière, on a juste besoin d'accéder au next block, au suivant. D'accord? Dans ce cas-là, une fois de plus, une flèche dans un seul sens suffit. Donc, la multiplicité 0,1 précise qu'en fait, il y a au plus un suivant. Il peut y en avoir 0 si c'est le dernier bloc. Dans ces cas-là, ça pointe sur nul. D'accord? Sinon, il y a un suivant. Exactement 1. Et malgré tout, on met ici 1 parce que là, ça indique que s'il y a un suivant, eh ben, le suivant, il est connecté à un seul précédent. Donc, par défaut, quand on ne met pas de flèche, ça veut dire que c'est navigable dans les deux sens. Si on met une flèche, ça veut dire que c'est navigable que dans un seul sens. OK. Des questions? Pas de questions? De questions, pas de questions. Alors, l'agrégation, ça, c'est un truc aussi que j'ai mis du temps à comprendre. Alors, c'est un truc dissymétrique. Il y a une classe qui prédomine sur l'autre et c'est une relation composant-composite. Je ne sais pas si composite, aussi, ça doit être ça en fait. Un composite, c'est une partie 2. Non, c'est un. Non. Un composite, c'est un truc qui contient plusieurs machins, d'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux agrégations, l'agrégation faible et l'agrégation forte qu'on appelle composition. Donc, on donne un exemple pour fixer les idées. Imaginez qu'on manipule des. Sur Spotify, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont Spotify. Enfin, il y a sans doute que il doit y avoir plusieurs versions de ce genre de truc. On passe son temps maintenant à écouter de la musique. L'ère des CD est révolue depuis longtemps. C'est devenu complètement digital, la musique. Donc, on fait souvent des playlists, d'ailleurs pas seulement en musique, hein, ensuite les films. On a une playlist des YouTube du cours de POGL. Donc, mais il y a quand même des albums qui existent, je suppose. Hein. Je ne sais même pas si ça existe encore les albums, mais je pense que oui. Hein, les artistes sortent des albums. En tout cas, c'était le cas avant. Ça veut dire qu'ils commercialisent un CD. Je ne sais pas comment ils commercialisent maintenant, parce que les CD, ça n'existe plus maintenant. Donc, un morceau de musique, il peut faire partie d'une liste de lecture dans un environnement digital ou d'un CD qui a un nom, d'accord. Alors, cette relation, elle est représentée par un losange plein pour le cas d'album, agrégation forte, qu'on appelle composition, et un losange vide pour le cas de liste de lecture, agrégation faible. Pourquoi c'est plus faible une liste de lecture qu'un album, à votre avis? L'exemple, je trouve qu'il est assez bien choisi. Parce que dans les deux cas, alors, dans le cas de l'album, parce que, alors regardons d'abord le fort, l'album. Alors le fort, il vous dit, un morceau est associé à au plus un album. Ah. Il est associé à un album. Ouais. D'accord. Il ne peut pas être publié dans un album. Une fois que l'album il paraît, on ne peut pas refaire un autre album avec le même morceau. D'accord. Je pense qu'on peut en vrai, mais bon, on peut supposer que ce n'est pas possible. D'accord. Ce serait bizarre de rééditer un autre morceau, un morceau dans plusieurs albums. Non. Les gens, ils achètent le disque parce que le morceau est dedans. Par contre, un album contient au moins un morceau et plusieurs. Pareil pour une liste de lecture, contient au moins un morceau et plusieurs. Et le morceau, lui, peut être associé à plusieurs listes de lecture. Il est associé à un seul album, mais il peut être associé à plusieurs listes de lecture. Alors, c'est une composition ici parce que si jamais on retire l'album du système, a priori, il faut retirer tous les morceaux. Parce que l'album est composé de morceaux. Donc, et le morceau doit être obligatoirement associé à un album. Donc, si l'album n'est plus là, le morceau n'est plus là non plus. C'est pour ça qu'on dit qu'il est composé du morceau. La destruction composée, c'est la destruction du truc, du composite, entraîne la destruction de l'élément qui compose. D'accord. J'ai vu deux exemples. Par exemple, une voiture à 4 roues
bah, si vous cassez la voiture, vous bougez les roues aussi, d'accord? Les roues n'existent plus, hein. C'est vraiment un composant au sens matériel un peu du truc, d'accord? Euh, on va voir dans le TP la semaine prochaine, un graphe a des sommets et des arêtes. Bah, c'est clair que si vous détruisez le graphe, il faut aussi détruire tous les sommets et les arêtes qui sont reliés parce qu'ils n'ont plus de sens. C'est un peu pareil, d'accord? Il faut bien retenir ça, la composition, c'est je détruis le machin, je détruis les éléments qui constituent. Les éléments qui constituent, pour avoir une raison d'être, ils ont besoin d'être dans un machin. C'est le machin qui est le composite, qui est leur composite, d'accord? Donc, par opposition, l'agrégation faible, c'est juste une liste de trucs, d'accord? C'est une liste de morceaux. C'est presque toujours vrai, l'agrégation, comme j'ai l'impression. En fait. On peut bien enlever la liste de lecture, ça ne dérange pas pour les morceaux. Ils peuvent exister en plusieurs listes de lecture. C'est juste. J'ai l'impression qu'elle est toujours valable, cette agrégation faible. On fait référence à des composants. La destruction du composite est indépendant de la création. Un objet fait partie de plusieurs composites à la fois. D'accord? Donc, ça, c'est la liste de lecture. Tandis que l'agrégation, la composition, le composite contient ses composants. La création et la destruction du composite entraîne la création et la destruction de ses composants. Un objet ne fait partie que d'un composite à la fois. Un morceau n'appartient qu'à un album. La suppression de l'album entraîne la suppression de tous ces morceaux. Donc voilà, quand on repère une composition, c'est bien de le mettre. Donc là, il y a un endroit où il y a une relation de composition là-dedans, c'est pas facile à trouver. Hein. Là, c'est ressources vers exemplaire. Pour trouver, il faut toujours poser la question, si je détruis une ressource, il ne peut plus y avoir d'exemplaire de cette ressource, d'accord? Parce qu'elle n'est plus là. Je l'ai enlevée de la bibliothèque. Hein, pourquoi je détruis une ressource? Je ne sais pas, j'ai décidé qu'un truc est devenu obsolète, trop vieux. Je sais pas, là, un bouquin sur la compilation qui date des années 80, 70, d'accord? Ça a fait des progrès depuis le temps. Maintenant, on n'a plus envie de le conseiller aux étudiants. On enlève la bibliothèque. Ah bon? Mais si on enlève la bibliothèque, ça veut dire qu'on a tous les exemplaires. Donc, une ressource est bien composée de ces exemplaires. C'est pas facile d'avoir la ressource de composition. Il faut toujours se poser la question, et je répète encore une fois, est-ce que la disparition du composite entraîne la disparition du composant? Ok. Voilà, c'est fini. Je suis arrivé au dernier transparent. Alors, j'ai sélectionné pour vous, comme je trouvais qu'ils étaient bien faits, encore un transparent sur ces histoires de diagrammes de classes et d'objets. C'est celui-ci. Le transparent sur les opérations. Alors, une fois de plus, c'est un peu des révisions, mais c'est pas inutile. Je vais aller un peu plus vite que les autres. D'accord. Les opérations, c'est dans ce service qui peut être demandé à tous les objets de la classe, qui résume le comportement commun. Donc, pour un compte déposé, retiré, solde. D'accord. Donc, il y a trois effets possibles. Il y a un effet, c'est de consulter quelque chose. Donc, ça, c'est solde. Comment dire, on récupère quelque chose qui décrit l'objet en question. Pour une liste, ça pourrait être le nombre d'éléments de la liste, ou est-ce que la liste est vide ou pas. Après, il y a les opérations qui modifient l'objet. D'accord. Donc, si on dépose de l'argent, ou si on retire de l'argent, ça modifie l'état de l'objet. Pour une liste chaînée, on peut ajouter un élément et ça modifie la liste. D'accord. Et modifier l'état du système. Et on peut ajouter ou supprimer des liens entre objets. Oui, là, on a juste modifié un attribut élémentaire. D'accord. Si on modifie un attribut qui représente une association, à ce moment-là, on va dire, plutôt que de dire qu'on modifie l'état, on va dire qu'on modifie les associations. C'est notre façon de modifier l'association, d'accord? C'est modifier les liens entre objets. D'accord. Donc, si par exemple, Jean devient copropriétaire du compte de sa femme, on va rajouter un lien vers le compte de sa femme. On dira, maintenant, ce compte, il a deux propriétaires. Alors, on distingue les deux, d'accord? Et enfin, on peut rajouter des objets, d'accord? C'est la troisième façon de modifier l'état du système.
D'accord, dans ces cas-là, c'est ce qui arrive quand on ouvre un compte. D'accord, il faut carrément créer un objet compte. Il y a le lien, on crée à la fois l'objet et le lien en même temps. Bien souvent, quand on crée un objet, on crée aussi un lien ou deux, sinon l'objet il flotte tout seul indépendamment du reste du système. Hein. Un constat un peu bête et méchant, mais ça vaut le coup de le dire peut-être pour préciser un peu la compréhension de ce que je raconte, c'est que quand on regarde tous les objets associés à un état de la machine, à un certain moment de l'exécution, en mémoire en fait, bah, il y a une notion d'objet vivant qui est, ils ont un lien vers les autres, d'accord. L'ensemble des objets avec les liens, ça fait toujours un truc connexe, d'accord. Parce que s'il y a un objet qui ne se retrouve pas connecté du reste, ben, il ne peut pas être accéléré de toute façon. Donc, le pauvre, c'est comme s'il n'était pas là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en Java, il va être détruit automatiquement parce qu'il y a un garbage collector hein, qui regarde à chaque fois quand on modifie les associations, qui regarde si, par hasard, il y a des objets qui n'ont plus de lien vers le reste, vers les autres. D'accord. Là, on peut le détruire tranquillement, il ne sert plus à rien. D'accord. On peut recycler la mémoire associée. Une des raisons pour lesquelles Java est plus facile à programmer que C++, c'est parce qu'il y a ce garbage collector, ce ramasse-miettes en français, qui va automatiquement repérer les objets qui n'ont plus le lien vers le reste, qui va aller récupérer l'espace mémoire. Donc, il n'y a pas de memory leak qui est en C++. D'accord, en C++, si vous oubliez de récupérer la mémoire, vous allez avoir un memory, je ne sais plus comment dire en français. Memory leak, ça veut dire que plus le programme tourne, plus il va allouer la mémoire sans la désallouer. Donc, au moment, ça va faire memory overflow. C'est les erreurs les plus dures à trouver en C ou en C++. Donc, à la bibliothèque, un petit exemple de. Donc, j'en suis. Ah oui, les méthodes. Donc, lorsqu'on enregistre Dupont, ben, il y a Dupont qui. Avant, il avait 10 euros, puis comme il avait emprunté Victor Hugo qui coûte 5 euros de caution, ben, il n'a plus que 5 euros, d'accord. Et puis, il y a un lien qui s'est créé vers l'exemplaire qu'il a emprunté. Et puis, il y a aussi une classe association qui repère la date de retour. D'accord. Après ça, il y a Martin, il y a Dupont qui va emprunter aussi un exemplaire de l'exemplaire 3 de la revue Nature, sauf qu'il y a Martin qui l'a emprunté, mais il va le rendre, Martin, donc l'autre il pourra l'emprunter. Donc on a à la fois, c'est comme si l'arrêt se déplace. Il y a à la fois donc un retour et un emprunt. Donc avant, ouais, il avait 29, maintenant il revient à 25. Bon, il est à 27, il est à 25. Et l'autre, il avait 5, il descend à 3. Non, il est à 23, maintenant il passe à 25. Voilà. OK, et on peut avoir aussi, ça c'est pas illustré, création de trucs. Bon. Alors, héritage d'opération, voilà. Donc, retirer, en fait, normalement, il faut avoir un montant positif pour retirer de l'argent dans un compte, en général. Mais dans un compte courant, en fait, le montant peut devenir négatif. Le solde peut devenir négatif, d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut aussi enlever le prix que ça a coûté les agios. Donc, ce que disait Delphine dans ce cas-là, en fait, c'est que une bonne pratique quand on fait de l'héritage et qu'on redéfinit une méthode qui est déjà définie au-dessus, c'est qu'on la redéfinit pour un domaine où il n'était pas défini avant, d'accord. Là, effectivement, si avant on ne pouvait pas retirer parce que quand le solde devient négatif, maintenant on peut, et c'est ce moment-là qu'on redéfinit la méthode. Ça l'étend la méthode finalement. Donc, on peut aussi considérer les opérations qui sont abstraites parce qu'on peut pas les définir, d'accord. Donc là, c'est ce que je vous avais mentionné là quand j'ai fait mon exemple de classe abstraite. Hein. La surface existe, elle pourrait être définie pour n'importe quelle forme, sauf que pour la calculer en vrai, il faut savoir c'est quelle forme on considère. Par exemple, pour un rectangle ou pour un disque, on peut calculer surface, d'accord, c'est des cas de figure. Mais comme le code est différent à chaque fois, comme ce n'est pas défini au-dessus, on appelle ça une opération polymorphe. On verra le polymorphisme plus en détail dans quelques semaines. Ça pose des problèmes spécifiques de typage.
Bon, interface, je passe là-dessus. On a déjà parlé d'interface. D'accord. C'est une autre façon de déclarer des, euh, des méthodes abstraites. Hein. Ces méthodes abstraites, ça fait partie d'un contrat qui est interface. On présente ça avec une flèche pointillée vers l'interface. D'accord. Et il faut réaliser l'interface. Ça veut dire que pour chaque méthode spécifique dans l'interface, il faut donner une implémentation, donc pour point et pour date. Donc là, ici, c'est l'interface comparable, dont j'aurais dû vous parler plus en détail la semaine dernière, mais j'ai un peu foiré mon cours la semaine dernière. Donc, comparable, en gros, il faut dire, pour implémenter cette interface, il faut déclarer pour l'objet qu'on considère, pour un objet quelconque, a priori, si c'est égal ou si c'est supérieur. Il faut que l'objet soit de même instance de la classe. Si c'est string, il faut comparer avec des strings. Si c'est point, il faut comparer avec des points. Donc, pour ça, on a besoin des classes génériques paramétrées par des types T qu'on a vu la semaine dernière. Donc, si on programme égal et supérieur, après, alors, quand on a un ensemble d'objets qui implémentent comparable, eh bien, on va pouvoir les trier. Mais il faut programmer ces deux, il faut réaliser l'interface. J'insiste bien sur le fait, le vocabulaire réaliser l'interface, que c'est un truc que j'ai pas bien insisté aussi. Et, quand on a fait le TP la semaine dernière, je me suis rendu compte, là, on avait à faire l'interface get, add et size. Il y a 3 trucs à programmer. À chaque fois, il fallait implémenter ces 3 trucs. D'accord. On a vu comment les implémenter dans le cas d'un fixed capacity list et dans le cas d'une linked list. On a vu 2 implémentations possibles de cette interface. Une qui a des propriétés plus sympas que l'autre parce que linked list, ça permet de ne pas savoir a priori de borne sur le truc qu'on va, le nombre d'éléments qu'on va ajouter. Il n'y a pas de borne a priori sur ça. Ok, il me reste une demi-heure pour faire la deuxième partie du cours. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai raconté là? Donc, maintenant, j'essaierai, dès la semaine prochaine, un prochain TP, j'essaierai de ponctuer les TP par des diagrammes d'objets, des diagrammes de classe. Vous en aurez aussi au partiel, parce que ça permet de m'assurer que vous comprenez ce qui se passe facilement. Et vous, ça vous permet de comprendre ce qui se passe mieux aussi. Il y a des questions sur tout ce cours que je viens de passer là? Je ne vais pas regarder le chat, moi je vous dis, il faut fuite de mémoire. Ah ouais. Vous faites des commentaires sur ce que je. Voilà. Oui. Alors attendez, je râle un peu les commentaires pour voir si j'ai tout à répondre. On ne peut pas mettre des attributs dans le typing classe. Non. On le fait quand on programme, bien sûr, mais pas quand on monte la classe. C'est des associations. Ça, c'est Anatole qui a posé la question, moi, si on peut. Ça m'étonnait aussi. Pour ça qu'on considère différents attributs. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez compris le truc. Ok, comme fuite de mémoire. Okay. Fuite de mémoire, ok. Ok. Bon, ouais, il faudrait que je regarde le chat en même temps, mais j'ai des problèmes d'écran, j'ai des problèmes de vue. J'ai 2 écrans, un sur lequel il y a le chat et un sur lequel il y a ce que je raconte. Et... Non, mais je ne l'assure pas. Bon, je continue la deuxième partie du cours. Donc, suivant ce que faisait mon ancien de cours, hein, je passe du Java. Alors, le Java que j'ai passé aujourd'hui, j'ai hésité à le sélectionner, mais bon, comme je suis un peu timide, je suis le même programme que l'année prochaine. J'ai sans doute modifié un peu le truc parce que j'aurais pris un peu de hauteur par rapport à ce que j'enseigne là. Mais cette année, je suis le même truc. Donc, l'idée, hein, c'est que vous avez vu le Java de base d'un premier semestre. Maintenant, au second semestre, hein, vous voyez quand même toutes les possibilités qu'offre Java. D'accord? Et une de ces possibilités, c'est de faire du spotlight, de faire ce qu'on appelle des classes internes. D'accord? Alors, c'est un peu compliqué. Et on va revoir cette notion dans différents cas de figure. La semaine prochaine, on va la revoir dans le cas anonyme. Et c'est utilisé en vrai. Hein, moi, j'ai programmé en Java, j'ai utilisé en vrai ce truc-là. Donc, c'est compliqué, mais c'est pas, comment dire, c'est pertinent d'en parler, quoi. C'est pertinent d'en parler puisque on l'utilise en vrai quand on programme en vrai avec du Java.
Donc là, je vais passer avec mon setting de cours. Je n'ai pas de transparent pour vous montrer. Et puis, bon, c'est quand même… Moi, depuis que j'enseigne, hein, depuis que je suis chargé de cours, j'ai toujours préféré faire le cours au tableau. Parce que les transparents, bah, je découvre ça maintenant. Enfin, j'ai fait cours en transparent dans ma carrière, mais je trouve que c'est mieux les cours au tableau, c'est plus vivant, puis ça oblige à bien maîtriser ce qu'on doit dire. Mais cela dit, si on ne maîtrise pas, ça part complètement. Comme la semaine dernière, je ne maîtrisais pas vraiment ce que j'avais. Enfin, je ne maîtrisais pas vraiment, je ne sais pas comment vous dire. C'est le stress aussi qui fait ça. Hein. C'est stressant de… alors, j'ai une demi-heure. Je vais essayer d'être tranquille, relax, là, parce que c'est pas la peine d'aller… Donc, je souhaite commencer à parler de classe interne. Qu'est-ce qu'une classe interne? C'est quoi? Vous comprenez déjà c'est quoi, quoi. Donc, bon, je vais prendre un exemple. J'ai essayé de chercher aussi bien sur Internet que dans ma tête avec le temps que j'avais, parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps. Ça prend du temps de préparer tout ça. Je suis à plein temps sur le cours PEGL, le jeudi, le vendredi. Je passe mon temps. Je préfère me concentrer sur les TP que sur le cours, parce que je trouve que c'est super important. Mais bon, j'ai essayé de chercher des exemples où c'était vraiment justifié de faire des classes internes et c'est pas facile à trouver. Donc, l'exemple que je vais suivre, c'est l'exemple linked list. Il n'est pas extraordinairement, comment dire, vraisemblable, mais c'est pas grave. Hein. L'intérêt, c'est qu'on l'a traité déjà en TP, donc vous allez suivre, c'est facile. Donc, dans linked list, en fait, si je regarde ma classe linked list, en fait, on a fait la semaine dernière. Alors, on a fait linked list de T. Hein, bon, je passe là-dessus. Je vais faire plutôt linked list de int. Je vais pas en même temps vous reparler des classes génériques et des classes internes. D'accord. C'est une linked list d'entiers. D'accord. Donc, on imagine qu'on programme cette classe. Alors, dans le TP la semaine dernière, on avait ensuite, après la classe linked list, programmé la classe bloc, que j'appelle maintenant int block parce que c'est un bloc qui contient un int. D'accord. Et on l'avait mis après. Ben là, maintenant, on va la mettre dedans. D'accord. Donc, plutôt que de la mettre après, le fait de la déclarer en interne, c'est qu'on la déclare dans le corps de la classe où ce qu'elle est utilisée. C'est là qu'on va écrire quelque part. Donc, dans int block, on va écrire qu'est-ce qu'il y a. Il y a first block. On va déclarer, on va commencer directos, à la limite, on peut faire ça directement. On va commencer directos par déclarer la classe int block. D'accord, dans la classe int list. D'accord. Et puis après, on peut déclarer, on peut dire que first block, c'est un truc de type int block. First block, ça renvoie le… ouais, c'est private. Ouais, on peut dire c'est private. Parce que first block est private. Ouais. Donc c'est un I majuscule parce que c'est un nom de classe. Hein. Int block. First block. Et comme c'est un attribut, on le déclare en private. Vous voyez que aussi bien la classe interne, int block, que l'attribut, ils sont tous les deux déclarés dans la classe linked list. Alors pourquoi? Alors avant de continuer le cours, j'aimerais vous faire sentir pourquoi on peut l'intérêt de faire ça dans la linked list, d'accord? L'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à déclarer une classe ou une autre classe? Eh bien, dans le cas de linked list, l'intérêt que j'y vois, c'est plus l'intérêt d'encapsulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là, encapsulation? On voit ça pixelise, je ne sais pas pourquoi. Eh bien,
cette décomposition d'une liste chaînée en blocs, Clément, qui c'est qui a envie de la savoir, de la maîtriser? Pas grand monde. Pas grand monde, c'est ça le truc. C'est juste le concepteur de la classe lui-même qui a envie d'être au courant que, bah oui, pour programmer sa classe linked list, il a dû utiliser le bloc. Mais l'utilisateur de la classe linked list, lui, à la limite, il s'en fout de savoir si c'est une linked list. Il est juste intéressé de savoir qu'il peut ajouter des éléments, consulter le IAM élément et savoir la taille. Il veut juste accéder à sa classe via l'interface qu'elle réalise. Parce que c'est ça l'intérêt de linked list, c'est de réaliser l'interface pratique. D'accord. Il ne va jamais aller voir le détail de comment s'implémenter. Ah oui. Mais alors finalement, il est souhaitable que cette classe int_block fait partie des mécanismes utilisés pour réaliser une linked list ne soit pas visible depuis l'extérieur, soit même son code il soit regroupé de façon intime avec le code de linked list. Bah oui, on le garde dedans. On déclare dedans en disant bah oui, on l'a mis dedans, donc du coup, celui qui n'ira pas voir la classe linked list, elle n'est même pas visible depuis l'extérieur, elle est à l'intérieur dedans, d'accord. Ok, donc ça c'est petit baratin pour dire le premier intérêt, d'accord. Maintenant, le deuxième intérêt, ça va être, comme d'habitude, de factoriser du code. Mais j'attends un peu pour vous en parler. Je vais suivre le schéma du cours de Thibaut et j'attends un peu pour en parler. Je vais suivre le schéma du cours pour être sûr de rien oublier, parce que la dernière fois, j'ai oublié plein de trucs quand j'ai parlé des tâches génériques, d'accord. Donc, je reviens là-dessus plus tard. D'accord. Pourquoi ça permet de factoriser du code? Enfin, ça, c'est quand même un des trucs les plus importants, hein, mais c'est pas facile à voir. Parce que... okay. Donc, int_block, elle va déclarer deux choses. Elle va déclarer une valeur int, d'accord. On peut déclarer ça en final, parce qu'elle ne bouge plus. Il faut recréer un autre bloc pour la remettre dedans, d'accord. Ça, c'est le mot-clé final en Java. Donc, si vous voulez, plutôt que de écrire du code, je vais passer au diagramme d'access, au diagramme de classe. Donc, la classe int_block, hein, c'est un I majuscule, int_block. Elle a donc, alors, quand c'est privé, on met un moins pour dire que c'est privé. Un champ élément de type int. Alors, en fait, il a mis integer. Et un champ next block de type int_block. Et ça, c'est une association string là. D'accord. Donc maintenant, on ne va pas présenter ça comme un attribut, on va présenter ça comme une association, next block. Super, on est vachement content. Et celui-là, il est privé aussi, donc je mets un moins ici. C'est tout privé, ces attributs. Ce sera calculé par des attributs. Ok, donc le diagramme. Ouais. Okay. Donc, Monsieur, si on veut ajouter un élément au début de la liste, oui. est-ce que vous pouvez pousser la feuille un peu à droite? Non, à gauche. Merci. Ouais. Alors, du coup, là, je vois plus ma feuille, moi. Ouais. Donc, le code, vous l'avez sur le truc. Donc, lorsque on veut ajouter un élément, qu'est-ce qu'on fait? On programme dans int linked list. Dans int linked list,
j'ai donc un attribut, comme tous les attributs, ils sont privés a priori, de type alors qui s'appelle first block, mais ce n'est pas un attribut puisque c'est une classe. Donc une fois de plus, je vais faire ça comme une relation d'association. Et j'en ai qu'un. Et a priori, je peux la diriger puisque je vais accéder au premier bloc, mais pas dans l'autre sens. D'accord. Donc, cette association, elle s'appelle first block. First block. Et il est privé. Donc, si je veux ajouter un bloc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, add head. Si je veux ajouter un élément, d'accord, add, ben, c'est la méthode add en fait. Hein. Je refais la méthode, je déclare une méthode add qui prend un entier et qui renvoie rien. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Cette opération, elle modifie l'état de la liste. D'accord? Et donc, add, comment je la programme? Add, je vais programmer sur une autre feuille. Eh bien, comme je suis dans... alors là, c'est une classe publique pour le coup, parce que c'est utilisé par les clients de la liste, d'accord? Alors, elle modifie la liste, donc elle n'envoie rien, et elle prend un entier. N, d'accord? Et ce qu'elle fait, c'est que elle crée un nouveau bloc. Donc, je déclare int bloc B. B égale new int block. Int block. Et il faut que je précise de quoi? De n. Ah oui. Ça veut dire que il faut que je précise dans ma classe int block aussi comment je construis. Donc ça, c'est int list block, int linked list block. Linked list, d'accord. Et ça, c'est int block. Donc, le constructeur de InBlock, il prend un entier et excusez-moi, et il déclare que l'élément c'est égal à n. Voilà. Donc ça ne suffit pas. Il faut aussi que lorsque j'ajoute une tête, il faut aussi que je déclare que le suivant, que le nouveau premier bloc, c'est celui-là, et que le suivant, c'est l'ancien nouveau premier bloc. Donc, je peux juste que b.nextBlock égale l'ancien premier bloc, first block. Et il faut que je dise que maintenant, le first block, c'est ce bloc-là. D'accord? C'est assez compliqué, les listes chaînées. Une des raisons pour lesquelles je fais ça en TP, c'est parce que ça vous permet de voir ça. Une des vertus des TP de mon ancien collègue, c'est qu'ils abordent tous en même temps des difficultés Java et en même temps des algorithmes que vous avez besoin de connaître. Liste chaînée, Dieu sait si c'est un truc qu'on a besoin de savoir. C'est vraiment un truc de base, liste chaînée. D'accord? Je pense que vous allez le voir en algorithmique aussi. Je pense que vous avez un cours d'algo maintenant. Donc, juste pour illustrer un peu le cours que j'ai fait, je fais le diagramme d'objet. Donc, si j'avais auparavant une liste chaînée qui s'appelle L, d'accord? Dans un programme principal, je fais
Bon, il faut aussi définir ma liste chaînée. Un truc à, il y a plein de trucs à définir. Enfin, si j'ai une liste chaînée, un programme, le constructeur, il prend que dalle. Enfin, je ne l'ai pas là, le constructeur. Si j'ai une liste chaînée L dans laquelle il y a dans mon programme principal, je fais new linked list, d'accord. À chaque fois que je fais add, L.add de 1, L.add de 3, etc. Ben, je vais rajouter un nouveau bloc. Donc au début, ma liste chaînée L. Donc vous voyez, je mets L, le nom de la qui est une linked list, d'accord. Au début, ma liste chaînée donc L pointe la commensation sur son first block, ben, elle pointe sur rien en fait, sur nul. Quand j'ai mis 1, elle va pointer sur un bloc dans lequel il y a 1. Je vais faire apparaître ce bloc-là. Quand je mets 3, d'accord, elle va, force bloc, il va pointer vers un nouveau bloc 3. Et ce bloc-là va pointer sur 1. À chaque fois que je rajoute un bloc, d'accord, je bousille la sauce qu'il y avait avant, j'en remets une autre, d'accord, et je rajoute un bloc, d'accord, etc. Vous avez compris ça, je pense, mais c'est pas de mal de le rappeler, et ça fait pas mal aussi de. Alors, il faut mettre un identifiant, mais j'ai pas de nom a priori, donc je peux pas en mettre, d'accord. Il faut que je précise le nom de la liste, d'accord. Je ne donnerai pas rigueur si c'est pas s'il y a des erreurs au niveau formel. Moi, ce que je note aussi en examen, en partiel, c'est la compréhension. D'accord. Comprendre le liste chaînée, ça veut dire qu'à chaque fois, comprendre qu'à chaque fois qu'on rajoute un élément, ça veut dire que le principal pour la liste, c'est d'accéder au premier élément. Et puis pour accéder au IM, il faut remonter depuis le premier autant de fois qu'il y a besoin. Alors, donc, j'en reviens maintenant. Alors, la suite du cours. La suite du cours. Faut que je numérote ces trucs. Classe interne 1, 2, 3. J'ai du code, diagramme de classe et diagramme d'objet. C'est diagramme objet. J'ai un peu de code et j'ai des classes. Ok, bon. Donc maintenant, il serait approprié que je précise un peu comment est-ce que ça se goupille ces classes internes. Et ce que j'ai dit au départ aussi, l'intérêt du point de vue de la factoriser le code. D'accord. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on crée des instances? En fait, j'ai plutôt envie de vous dire le truc qui me tient le plus à cœur. J'ai plutôt envie de vous dire comment est-ce qu'on peut factoriser du code? Pourquoi est-ce qu'on peut factoriser du code, en fait? Pourquoi? Parce qu'en fait, pédagogiquement, factorisation de code. Pédagogiquement, je trouve que c'est important de comprendre la raison, une des raisons principales pour lesquelles on fait des diagrammes, des classes internes. Ben, une classe interne, c'est rattaché, un attribut, c'est rattaché à une instance de classe, un objet. Ben, pareil pour une classe interne. D'accord, une classe interne, c'est rattaché à un objet. Liste. D'accord, bon, je l'écris ça parce que c'est le truc le plus important à comprendre. Enfin, rattaché à un objet, d'accord, à une instance de la classe interne, externe. D'accord. D'accord. Ah bah ça veut dire que ça peut accéder à tous les champs de la classe externe. Donc par exemple,
dans la classe inBlock, comme c'est déclaré dans la classe linked list, on peut accéder au champ first block. Ça veut dire que dans le code de int_block, on va pouvoir écrire une fonction booléenne isFirstBlock sans passer aucun argument qui rend vrai si ce bloc est le premier bloc de sa liste. Ah bon? Ben oui, parce qu'elle va avoir accès, comme elle est reliée à une instance de sa classe externe, elle peut accéder à quoi? Au champ is, au champ first block de cette classe. D'accord? Donc, elle peut écrire return this égale first block. D'accord? Et ça, c'est une méthode de int linked list. C'est pas une méthode de bloc, c'est une méthode de liste. Ouais, mais on y a accès puisqu'on est dedans. D'accord? Ça, c'est vraiment le truc qui peut pas bien comprendre classe interne. Un bloc est défini dans une linked list. Eh ben, une instance de bloc est toujours associée à une instance de linked list. La linked list dont il est le bloc. Ah bon, ben, s'il est rattaché à une instance de linked list, ça veut dire qu'il peut consulter non seulement toutes les méthodes de cette linked list, mais également tous les champs de cette linked list, y compris les champs private. D'accord? Je fais une petite pause parce que c'est le truc important. Je suis en train de vous exprimer le truc important des classes internes. Ça veut dire, et là vous comprenez pourquoi on factorise du code. On ne factorise pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on factorise juste? Si on n'avait pas déclaré une bloc comme une classe interne de int linked list, on aurait eu deux solutions. Soit il aurait fallu alors, la solution la plus élégante, du coup, un bloc ne peut être que dans une liste. Oui, un bloc ne peut être que dans une liste. Tout à fait. Et alors, ça me conduit à introduire un autre truc, c'est le fait que pour créer une instance de bloc, bon, c'est la suite du cours, factoriser le code. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que ça implique? D'accord, implication. Monsieur, Oui, en fait, j'ai une question. oui. Est-ce que, si j'ai bien compris, du coup, dans intlink, le int block, il peut accéder même aux attributs de int linked list, même Voilà. s'ils sont en private? Enfin, Oui. 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 Oui, parce que oui. C'est la même famille, tu comprends? Vous comprenez, on est intime avec son père et sa mère, quoi. Ok, merci. Bah, c'est son père et sa mère à un sens plus fort que d'hériter. D'accord? Voilà, ils partagent la même maison, quoi. Je sais pas comment dire, c'est le même truc, quoi. C'est la même classe presque. Donc, si vous réfléchissez 2 secondes, bon, il n'y a pas d'autre moyen de faire ça quelque part que d'obtenir ce comportement que de passer la liste. D'accord. Si on voulait avoir ce même comportement sans utiliser classe interne, on ne pourrait presque pas en fait. Enfin, ce qu'il faudrait faire, c'est que la liste soit un attribut de bloc. Il faudrait que dans bloc, on ait un pointeur vers la liste qui le définit. D'accord. On ne pourrait pas s'en tirer autrement. D'accord. Et si ce pointeur il s'appelle mylist, d'accord, faudrait ajouter ici mylist. Et ça n'irait pas d'ailleurs, ça n'irait toujours pas parce que c'est private. Ça n'irait toujours pas finalement parce que le first block c'est un champ private, donc on ne peut pas faire ça. Donc voilà, bon, ça marche pas. Okay. On ne peut pas en fait. On ne peut pas faire ça autrement qu'avec des classes internes. Voilà, attendez, je continue quand même, il ne me reste plus pas grand-chose. Hein. Mais l'implication qu'il faut comprendre, qui n'est pas évidente à comprendre, c'est que
lorsqu'on crée une classe interne, d'accord, on ne peut créer d'instance. Alors, plutôt que de mettre de classe interne, je vais mettre int block, de int block. Que depuis une méthode d'instance de linked list, ou en faisant explicitement référence à une instance de liste. En faisant référence à une liste. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a écrit ici, en fait. Donc la méthode add, c'est une méthode d'instance de liste. C'est pas une méthode statique, c'est ce que ça veut dire. Une méthode d'instance, c'est par opposition à une méthode statique, une méthode de classe, d'accord? Add, c'est pour faire add, il faut faire l.add, où l est une liste, d'accord? Dans ces cas-là, c'est cette liste-là qui sera associée au bloc créé. C'est ce qui se passe quand on ajoute un bloc à une liste, d'accord? Maintenant, l'autre solution, eh ben, vous pouvez, si elle est une liste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est une liste, d'accord, une liste L, vous pouvez écrire L point new int block. Voilà. C'est très bizarre comme écriture, mais je n'ai jamais utilisé ça. Mais bon, je le mentionne parce que, d'accord, on n'écrit pas juste int block, on écrit L. Avant le new, on écrit le L avant. D'accord? Faut dire, ah oui, ah ben d'accord, oui, d'accord, je crée une bloc, mais c'est une bloc qui va être attachée à cette liste-là. D'accord? Bon. Ok, parce que fatalement, quand on crée un bloc, il faut qu'il soit rattaché à une liste. C'est logique tout ça. Hein. Il y a des questions sur ce que je viens de dire là? Non, en général, moi, j'ai jamais utilisé ça de ma vie, pourtant, je ne programme un peu du Java. En général, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que c'est une méthode de la classe externe qui crée une instance de la classe interne. Mais comment est-ce qu'un bloc est associé à sa liste? Tu fais une liste de blocs en attribut de la liste. Bah, la liste, un bloc est associé à sa liste. Comment un bloc est associé à sa liste? Au moment de sa création. Voilà. OK. Voilà, après, dans le cours que je vous ai mis sur eCampus, il y a aussi un paragraphe classe interne de classe. Hein. Ça, j'ai jamais utilisé ça en pratique. Je trouve que c'est un peu abstrait tout ça. Vous pouvez le lire si vous ne comprenez pas, me poser des questions, mais ça me paraît pas. C'est pas très utilisé. J'ai pas envie d'entrer dans ces complications-là. D'abord, j'ai pas le temps. Puis, bon, ça va quoi. Parce que c'est toujours la différence entre classe, comment dire, une méthode de classe et une méthode d'instance. Hein. Bah, de la même façon, on peut déclarer, si vous voulez, quand je déclarais, quand on déclare une classe interne, on peut mettre statique devant, mais on ne le fait jamais en général. Mais on pourrait le faire. Bah, il faut préciser ce qui se passe dans lequel on fait. Si on déclare une méthode, une classe interne statique, d'accord? Vous pouvez dire dans le cours ce qui se passe, d'accord? Alors, il y a un autre truc que je n'ai pas dit, hein, c'est visibilité. J'ai parlé de visibilité depuis la classe interne de la classe externe, mais il faut aussi parler de la visibilité de la classe interne depuis la classe externe, d'accord?
il faut voir si la classe interne est déclarée publique ou non, en fait. Si la classe interne est déclarée publique, on peut y avoir accès depuis la classe externe, en faisant classe externe, point, non classe externe. Donc, ça veut dire que on va faire, d'accord, int linked list, ça c'est la classe externe, point, int block. Ça, c'est un nom de classe, ça, c'est aussi un nom de classe. C'est marrant, hein. Donc, vous pouvez déclarer, si vous voulez, B. Voilà, vous pouvez déclarer une variable de ce type-là, à l'extérieur. Comme inBlock sera capturé dans intLinkedBlock, si la classe est publique, alors vous pouvez y avoir accès et déclarer à l'extérieur un intBlock. Mais c'est mieux de la rendre privée, je pense, moi. Parce que c'est dans le principe d'encapsulation, c'est mieux de rendre intBlock privé. Il y a un dernier truc qui est dans le cours que j'ai utilisé la semaine dernière, c'est quand on déclare une classe générique, donc on peut déclarer, au lieu de programmer int linked list, on va déclarer linked list de T. T, ce sera un integer ou ce qu'on a envie, d'accord? Et bien dans ces cas-là, ici, on va pas, T sera accessible depuis la classe interne. Il ne faut pas le redéfinir, d'accord? Depuis inBlock, depuis bloc. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'écrire inBlock, on va mettre int. Puis au lieu d'écrire n, on va mettre int n, on va écrire tn. Parce que n, c'est l'élément, d'accord? Donc, pareil, on pourra, d'accord, quand on va décrire que le bloc, c'est le élément ne sera pas type integer, il sera de type t, d'accord? Donc t sera accessible. En gros, partout où il y a int, on va mettre t, puis ça va marcher, d'accord? Si on met t, d'accord. T, ça devient une variable de type, ce que je n'ai pas dit la semaine dernière. Une classe générique, c'est qu'on utilise des variables de type. En général, on note avec une majuscule, une seule majuscule, d'accord? Dont on se sert dans tout le corps. Bon, j'ai fini. Il y a encore des questions ou ça va? Merde. Bon, ben, je suppose que ça va. On prend la pause et mes étudiants du groupe 2, je les ai en pile maintenant dans un quart d'heure. Je vous remercie pour votre attention. Attendez, s'il y a des questions, je veux bien les prendre, hein. Y a-t-il des questions? Mais je crois que vous avez posé des questions. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai un peu mieux assuré que l'autre fois. Là.